La présente capsule va présenter des fonctions statistiques de date et d'heure. Pour ce faire, nous allons débuter avec un chiffrier proche de la réalité où nous allons faire une petite révision de la mise en forme, de la mise en page avant de passer à l'application des fonctions. Les fonctions que nous voulons inclure dans ce fichier, c'est les dates et les heures pour par la suite faire des calculs du temps avec des formules. Et nous allons en apprendre plus sur les données avec des fonctions statistiques. Pour ce faire, nous allons utiliser un chiffrier contenant 3 feuilles. La première feuille est la feuille des instructions. La deuxième feuille se nomme commande début. C'est là où nous allons faire les modifications demandées dans les instructions. Et la feuille commande fin donne le résultat final que nous devons obtenir. Nous voyons qu'il y a des données, dans les colonnes bleues, il y a des calculs, et en bas, complètement, dans les lignes 874 à 877, nous avons des statistiques que nous allons calculer, soit le minimum, la moyenne, le maximum, ainsi que l'écart type. Alors, débutons notre exercice avec la première instruction. Ça dit tout d'abord que nous devons enlever le mot de passe. OK? Effectivement, si je me mets, par exemple, à la cellule F22 et j'essaie de l'effacer, j'ai un message d'erreur qui me dit, écoute, il y a une protection sur ce chiffrier. Tu dois d'abord enlever la protection si tu veux faire des modifications. Pour enlever la protection, je dois aller dans Révision, ôter la protection et j'écris le mot de passe qui est achat en minuscule. Si j'essaie par exemple d'effacer le contenu de la cellule F11 à l'aide de la touche supprimée, j'y arrive. Il n'y a donc plus de protection sur la feuille. Je vais annuler ce que je viens de faire parce que j'ai évidemment besoin de la donnée dans cette cellule. Les autres instructions, c'est de la mise en forme. Alors je vois que mes colonnes doivent être de couleur noire, de taille calibrée 11, aucun caractère gras, et les colonnes F et G doivent être d'une largeur de 12. Alors, tout ici est en calibri 11. Calibri 11. Tout doit être de couleur noire et je ne dois pas avoir de gras. Je vois que j'ai la colonne F en gras. Je vais mettre le gras partout et je vais l'enlever. Ça m'assure que le caractère gras a été enlevé partout sur mes cellules. Je retourne dans les instructions, les colonnes F et G. La colonne F, c'est une date de type assez standard, année, mois, jour. Et la colonne G, c'est une heure avec un type heure, minute, seconde. Les colonnes F et G sont alignées à droite. Et je vois que les colonnes F et G n'ont pas de couleur et la ligne 1 est grise pâle sur toute la ligne. Parfait. Alors, je vais sélectionner F et G pour mettre ça dans une largeur de 12. Ensuite, la colonne F, on voit que c'est un pourcentage en ce moment. Je vais le mettre en format date, année, mois, jour. Et la colonne G, je vois que c'est un pourcentage en ce moment. Je vais aller modifier le format pour le mettre en format heure, heure, minute, seconde. Alors, tout va très bien. La colonne G ne devrait pas avoir de couleur. Je sélectionne le format de la colonne G et je vais aller dans remplissage pour aller enlever ce remplissage. Et je vois que en faisant ça, G1 n'est plus gris. Alors, je peux aller sélectionner la ligne 1 telle que demandé et mettre une couleur grise pâle partout. La ligne 3, elle est renvoyée à la ligne automatiquement. Donc, on voit que ce qui est plus large que la largeur de la colonne va s'inscrire sur les autres lignes. Parfait. On avance bien. Alors, les colonnes A à I sont centrées verticalement. Alors, je vais aller chercher les colonnes A à I et je vais les centrer verticalement, tout simplement. Parfait. Ensuite, j'ai la mise en page à faire. Alors, je vois que la mise en page veut un en-tête qui va être issu d'un chiffrier en approvisionnement avec le nom de la feuille, ma feuille et un pied de page. Alors, qu'est-ce que je veux précisément? L'instruction VN3 nous dit, je veux qu'on mette ça en format paysage et je veux ajuster l'impression une page de largeur pour 100 pages en hauteur. Pourquoi 100 pages à hauteur? Tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de pages que ça va faire, mais ça va faire en bas de 100 pages normalement. Donc en lui mettant 100 pages à hauteur, il va y avoir assez de place pour écrire tout ce que j'ai écrit. Le format du papier est en lettres US avec des marges en haut et en bas de 1,9 cm, tandis que les marges à gauche et à droite sont à 1,3 cm.
Le tableau est centré horizontalement et verticalement. Les marges de l'entête sont à 0,8 et nous avons un en-tête personnalisé avec le texte de gauche et le texte de droite de l'entête et une taille d'entête à 14. Nous avons un pied de page personnalisé avec un texte à gauche et un texte à droite. Le texte à droite se trouve être le nombre de pages. C'est le numéro de page avec le nombre de pages. Genre page 1 de 10. Ensuite page 2 de 10. La taille du pied de page est à 12. La zone d'impression, c'est tout mon tableau, donc les colonnes A à S. Et on répète les lignes d'entête sont les lignes 1 et 3. Les lignes d'entête sont les lignes qui sont ici, les lignes 1 à 3. Alors, je commence ma mise en page. Je vais dans Mise en page, je sélectionne le bouton pour ouvrir la fenêtre de mise en page. Je choisis en mode portrait, j'ajuste ça une page de large pour 100 pages de hauteur. Dans mes marges, je mets 1.9 en haut, 1.9 en bas, 1.3 à gauche, 1.3 à droite. La marge de l'entête est déjà 1.8. La marge du pied de page est déjà aussi à 0.8. Je vais centrer le tout horizontalement et verticalement. L'entête. L'entête personnalisée à gauche, c'est le titre « Utilisation d'un chiffrier en visionnement. Je vais aller rajouter mon espace ici qui me manque et je vais aller sélectionner l'ensemble de ma phrase pour la mettre dans une taille de 14. La portion de droite de mon en-tête, c'est le nom de la feuille. Le nom de la feuille ici, c'est commande début. Je vais sélectionner le nom de mon onglet que je vais aussi mettre dans une taille de 14. Le pied de page est un pied de page personnalisé où à gauche, je vais avoir le préparé par et on écrira ici notre nom de famille. Tandis que à droite, j'ai le numéro de page. Je vais marquer page, espace, le numéro de page, espace, DE, espace, le nombre de pages. Je vais sélectionner la portion de droite du pied de page et je vais lui mettre une taille de 12. C'est ce qui est demandé dans les instructions. La portion de gauche du pied de page, je vais la sélectionner pour lui mettre aussi une taille de 12. Parfait, je pense que j'ai bien réussi mon mise en page. Il me reste juste à dire, ma zone d'impression c'est de A à S, donc dans le fond, l'ensemble de mon chiffrier. Et les lignes à répéter en haut de chaque page à l'impression, c'est les lignes 1 à 3, essentiellement l'entête des colonnes. Je ferme ça et je vais aller voir le résultat. Je visualise le résultat en format d'impression et je vois que j'ai pas mal un beau chiffrier avec mon en-tête, mon pied de page, la ligne 1 et 3 qui se retrouve sur la première page, mais qui se retrouve aussi sur chacune des pages. Et je vois que sur la dernière page, à la page 15, le tableau est vraiment centré verticalement et les lignes 1 et 3, qui sont les lignes de l'entête, se répètent. J'ai maintenant à faire les calculs dans ce fameux chiffrier. Alors, qu'est-ce qu'on demande comme calcul? On dit que dans la cellule C4, je veux avoir le mois de la cellule B4 et dans la cellule E4, je veux avoir l'heure de la cellule D4. Alors, dans C4, je vais avoir le mois de la cellule B4. La fonction mois, on peut aller la chercher dans toutes les fonctions. J'appelle la fonction mois. Elle me demande un numéro de série. Alors, je vais lui donner le numéro de série du 1er janvier 2021. Évidemment, le mois pour le 1er janvier 2021, c'est le mois numéro 1. L'heure de la commande, c'est la même chose, mais on va changer de fonction. On va utiliser la fonction heure. La fonction heure me demande aussi un numéro de série. Je vais lui mettre 8h25 et 29 secondes. Et évidemment, l'heure de 8h25 et 29 secondes, c'est l'heure numéro 8. Par la suite, je vais calculer le délai en jours. Je vois ici la formule du délai en jours. Le délai en jours, c'est la date de la réception plus l'heure de la réception, moins la date de la commande plus l'heure de la commande. Et je vois qu'il y a des parenthèses. Les parenthèses, c'est bien important dans cette formule. Alors, je vais dire égal, ouvrir parenthèse.
la date de la réception plus l'heure de la réception, fermez la parenthèse, moins, ouvrez la parenthèse, la date de la commande plus l'heure de la commande, fermez la parenthèse, j'appuie sur Enter. Ce qui me fait un délai de 7 jours. En heures, c'est combien? Bien, le délai de livraison en heures, c'est le délai de livraison en jours fois 24 heures. Alors, je fais égal le délai de livraison en jours qui est à 7 fois 24, ce qui me fait 167,6. Là, vous vous dites peut-être, mais non, ça ne marche pas. 7 fois 24, ça ne donne pas 167,6, c'est sûr. Ben, c'est parce que ce n'est pas tout à fait 7 qui est inscrit dans la cellule H4. Si je fais apparaître dans le menu Accueil des décimales supplémentaires, bien, je vois que ce n'est pas tout à fait 7.0 le chiffre qui est là. C'est 6,98, 23, 123. C'est pour ça que ce chiffre-là, fois 24, bien, ça ne donne pas un nombre entier, ça donne 167,6. Ensuite, dans la colonne L, je dois aller chercher la délai de validation en jours. Là, c'est le même principe que la formule précédente. Le délai de validation en jours, c'est la date de validation plus l'heure de validation, moins la date de la réception plus l'heure de réception, tout ça entre parenthèses. Encore une fois, les parenthèses sont fondamentales ici. Alors, je vais aller chercher mon délai de validation, qui est égal à ouvrir parenthèse, la date de la validation plus l'heure de la validation, fermer parenthèse, moins ouvrir parenthèse, la date de réception plus l'heure de réception, fermer parenthèse. Et là, j'ai trouvé que le délai de validation est à 2,2 jours. Le délai de validation en heures, c'est le même principe que tantôt, c'est égal au délai de livraison en jours fois 24, ce qui me donne 52,1. On avance bien dans la construction de nos formules. Dans la colonne Q, je vais avoir le délai de validation par ligne de commande en heures. Alors, dans la colonne Q, je vais avoir le délai de validation moyen par ligne de commande, qui se trouve être le délai de validation divisé par le nombre de lignes de commande. Parfait. Alors, mon délai de validation est égal à 52,1 heures divisé par le nombre de lignes de commande qui est 4, ce qui me fait un délai moyen par ligne de commande de 13 heures. Le coût par ligne, c'est un peu une formule équivalente. Le coût par ligne est égal au coût total de la commande divisé par le nombre de lignes de cette même commande. Alors, mon coût par ligne est égal au coût de la commande, 27 000, divisé par le nombre de lignes 4 de cette commande, soit un coût par ligne de 6 270. Par la suite, dans les instructions, on nous demande de copier chacune des formules vers le bas en respectant le format de chacune de ces cellules. Donc, on ne veut pas briser le format des cellules. Alors, c'est tout simple. On s'en va dans notre première cellule que nous avons créée. Nous allons copier cette formule et par la suite, on va sélectionner là où on veut copier. On va descendre jusqu'en bas de notre tableau à la ligne 873. Alors, nous sommes à la ligne 873 et pour copier sans briser rien, on va cliquer à droite et copier seulement que les formules. On ne va donc pas copier le format qui vient avec. Je vais faire la même instruction pour la cellule E4. Je copie en faisant CTRL-C, je sélectionne pour m'en aller en bas de mon tableau, soit à la ligne 873, et je vais aller copier seulement que les formules. Comme ça, je ne vais pas briser le format de chaque cellule. Je clique à droite et je vais aller copier ici seulement que les formules. La magie de la vidéo fait que j'ai terminé de copier l'ensemble de mes cellules bleues jusqu'à la ligne 873. On voit ici, nous avons des statistiques à venir insérer, ce qui constitue l'objet des prochaines étapes dans nos instructions. Alors, je vois que je dois aller mettre le minimum, la moyenne, le maximum, ainsi que la grande suite. Et ensuite, je copie ça sur les autres colonnes pour avoir les statistiques complètes. Alors, j'ai ici le minimum que je veux avoir. Je peux faire égal min, ouvrir parenthèse, et ensuite, je vais aller sélectionner
mes cellules tout simplement, en n'oubliant pas de fermer ma parenthèse et de faire Enter. Le minimum est à 0. Ensuite, je vais aller chercher la moyenne. La moyenne, je peux aller chercher par fx, aller dans toutes mes fonctions, et écrire MOY pour aller chercher la moyenne. Il va me faire une suggestion que je vais effacer et je vais tout simplement aller sélectionner mes cellules jusqu'en bas. J'ai effacé la suggestion, pourquoi? Parce que ce n'était pas une bonne suggestion. Il faut évidemment, dans la moyenne, n'inclure que nos données liées aux données. Donc, de la ligne jusqu'à la ligne 873. Je fais OK. J'obtiens la moyenne. Ensuite, je vais avoir le maximum. J'écris égal, max, ouvrir parenthèse. Je vais aller chercher mes données de la ligne 4 à la ligne 873. J'oublie pas de fermer la parenthèse et je fais Enter. Je vais par la suite aller calculer l'écart type. Pour calculer l'écart type, je vais aller dans l'autre méthode. Je fais fx. Je vais chercher la fonction écart. Là, j'ai plusieurs fonctions d'écart et d'écart type. Je vais toujours prendre l'écart type person. J'appelle la fonction d'écart type person, j'efface la suggestion parce qu'elle n'est pas bonne et je sélectionne les cellules de ma colonne H jusqu'en bas et je vais aller jusqu'à 873. Évidemment, je ne dois pas inclure le minimum, la moyenne et le maximum. Je dois donc terminer à la ligne 873. Je fais OK pour fermer mon écart type person. Par la suite, je dois aller copier ces 4 cellules sur les autres cellules bleues sans modifier le format des autres cellules. Alors, je vais copier ça et là, je vais m'en aller sur la cellule I74, L74, M74, QS. On se souvient que pour sélectionner des cellules non consécutives, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier pour dire finalement à la machine, tu vas me copier seulement que les formules. Et voilà, toutes les formules ont été installées. J'ai terminé le travail. Pour pouvoir voir si le travail a été fait correctement, je vais mettre cette feuille à la même taille que la feuille de commande fin. Puis je vois, c'est pareil. Et si je m'en vais dans mes statistiques en bas ici, sur commande fin, et je m'en vais ici dans mes statistiques en bas, sur commande fin, je vois que ce sont exactement les mêmes données. Je crois que nous avons réussi à atteindre notre objectif, qui était de faire la mise en page, la mise en forme, ainsi que l'insertion de fonctions et de formules reliées au temps dans un fichier Excel conforme à ce qu'on retrouve dans la pratique d'un gestionnaire des approvisionnements.